Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit sujet que je fais traîner à Worldline depuis un certain temps. Donc, pour ceux qui m'ont déjà rencontré, je n'ai pas besoin de me présenter plus. Pour ceux qui m'ont jamais rencontré, eh ben, demandez à ceux autour de vous. Non, je m'appelle Maxime Michel, je suis développeur Android chez Worldline depuis 3 ans et du coup, je sors du cursus ingénieur ici à l'INSA en télécom. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que j'avais des accès faciles et voilà. Donc comme je disais, moi je vais vous présenter un sujet graphique en compose. Donc line chart, bar chart, tout ce que vous pouvez utiliser pour visualiser des données dans vos applis. Les sujets qu'on a eus chez nous pour cet aspect-là, comment on les a traités, pourquoi on les a faits et où on en est aujourd'hui. Donc, il y a eu 4 grosses étapes sur ce sujet-là. Pourquoi on voulait le faire en premier lieu, comment on l'a fait en relativement rapide pour un projet X, les problèmes que ça nous a amenés et du coup, comment on les a corrigés et comment on a transformé ce graphe en composant pour une lib externe à intégrer, ce qui rend les développements beaucoup plus faciles sur tous les autres projets où on doit intégrer un graphique. Donc, pourquoi on l'a fait? Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un nouveau projet en compose. Le client, il voulait un graphe. Il en voulait 2. Il voulait ça. Et en fait, il en voulait 2,5, parce qu'il voulait aussi ça. Mais ça et celui-là, en spoiler, c'est le même. C'est le même bout de code. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de temps. Il n'y avait pas de librairie qui faisait des graphes à l'époque que moi je pouvais trouver. Donc les développeurs Android un peu plus expérimentés, ils vont me dire hey, il y a un peu Android Chart. Oui, mais c'est du XML. Moi je connaissais pas trop le XML, j'en ai fait peu et du coup j'étais nul. Donc en fait, je savais juste pas trop dev en fait, parce que ça faisait 3 mois et demi que j'étais embauché chez Worldline. Donc bon, déjà filer un graphe à un mec qui est là depuis 3 mois et demi, c'était voilà. Mais bon, c'est en prod et ça marche, hein, promis. C'est le sponsor, il ne faut pas dire du mal. Et du coup, bah, moi, vu que ça faisait pas longtemps que j'étais là, je trouvais ça marrant comme challenge. Je me suis dit, je vais pouvoir tester des trucs, je vais pouvoir bien m'amuser. Et du coup, il y avait des besoins clients spécifiques sur ce graphe. Donc, ces 2 petits points-là qui correspondent à des entrées spécifiques à des moments précis sur les données. Donc, soit un ajout ou un retrait d'informations. Et puis moi, j'étais jeune et excité. Et du coup, j'ai fait une MR. Je ne vous dirai pas qui l'a relu, mais il est là. Donc bon, il fallait faire un graphe relativement simple. On n'avait pas beaucoup de choses concrètement qu'on connaissait sur Compose à l'époque. C'était sorti en stable il y a quelques mois quand on a commencé. Donc nous, on avait un Figma avec le design, en mode bon, comment on fait un graphe avec ça? D'abord, on va faire une colonne, puis on va mettre une row, et après, on va mettre une box aussi dans la colonne. Et dans la row, on va mettre un canvas pour dessiner le graphe, et on va mettre une autre colonne à côté pour les labels. Donc ça me paraissait relativement simple. Je me dis, ouais, bon, le canvas, on verra plus tard, ça va être plus compliqué, donc on va faire les autres trucs d'abord. Donc, pour commencer, on avait les données. On savait quelles données on devait afficher dans le graphe. Mais du coup, si c'est comme ça, c'est trop facile. Donc, on avait besoin de plusieurs différentes données. Donc, le client, il voulait un graphe avec juste une série, et puis il en voulait un autre avec plusieurs séries, qui ressemblaient un peu à ça. Bon, on va rajouter une autre liste. Puis, on va la mettre à nul, comme ça, au moins, on n'a pas besoin de s'embêter dès le début. Puis pour les données, il fallait pouvoir gérer les couleurs. Donc on a mis des couleurs dedans. Il fallait pouvoir gérer les lignes donc, qui correspondent vraiment à la courbe du graphe. Ce qu'on appelle des flows, donc c'est les petits points que je vous ai montrés juste avant. Après, on avait la data range, donc la valeur max, la valeur min et la magnitude, donc un peu les valeurs max et min qu'on pouvait avoir sur le graphe. Donc si on avait un graphe en milliers ou en milliards, on pouvait le spécifier et du coup ça faisait des labels qui n'étaient pas à rallonge à côté. Donc c'est un peu mieux.
Pourquoi il clique plus? Allô. Voilà. Et on voulait aussi des animations. Spoiler, les animations, j'ai dû les faire parce que le développeur iOS qui a fait le graphe sur l'appli iOS, il a fait un truc cool. Sur son graphe, il a fait .animate et ça a fait tout seul. Et on m'a regardé, on a dit, tu veux pas faire pareil? Non. Bah si. Donc on a fait des animations aussi. Pour les données, du coup pour les lignes et les points et les flows, il n'y avait pas grand chose. On veut une date et une valeur. Il n'y a pas beaucoup plus. Pour les flows, c'est un peu plus rigolo. On veut une date qui est censée être la même. Si ce n'est pas la même, je ne sais pas ce que ça fait, je n'ai pas testé. On veut des inflows et des outflows, donc valeurs entrantes, valeurs sortantes, ils peuvent y en avoir aucun, plusieurs. Donc on a créé une petite style class, comme ça on peut spécifier tout ça et c'est bien générique. On a une genre d'enum, on peut tout gérer comme ça. Donc ça c'était la partie simple. Puis après, fallait vraiment faire du canvas. Du coup, je ne savais pas ce que je faisais. Donc on a commencé par des trucs simples aussi. On a dessiné une bordure. Donc, on a fait un path, on a move à un point, puis on a fait des lines, puis on a dessiné le path. Cool. Puis après, on a fait les lignes sur les axes X et Y. On a itéré sur des valeurs et on a dessiné des lignes aussi. C'est bien. Jusqu'à là, ça marche. On a presque un graphe, ça ressemble à quelque chose. Puis après, on a dessiné un truc qui s'appelle l'initial value. Donc sur notre graphe, le client il voulait un petit pointillé pour indiquer quelle était la première valeur sur le graphe. Donc, vu que chez Worldline, on fait des applis pour des banques et tout, donc il voulait des graphes pour voir ça, savoir où ça commençait et vers où ça allait. Ensuite, il fallait dessiner du coup les courbes. Et là, il fallait donner les datas, le nombre de points qu'on avait, l'espace entre les points, la hauteur, la largeur du graphe, est-ce qu'on voulait afficher la première valeur, et ce petit curve alpha, petit clin d'œil au point animate de iOS. Voilà. Du coup, pour dessiner la courbe, il n'y a pas grande étape. L'idée simple, c'est vraiment, tu prends ton point date value et tu les places les uns après les autres et tu fais des lignes entre chaque. Sauf que pour faire ça, il y a plusieurs petites étapes. Il faut d'abord setup les paths qu'on va utiliser pour dessiner. Donc on a un path pour la ligne et un path pour le background pour avoir notre petit gradient derrière qui ne fait pas tout le graphe. Ensuite, on va ajouter au path. Donc si on a une seule donnée, ça peut arriver, si il n'y a pas eu beaucoup de changements sur un compte, on va avoir qu'une seule info et on va juste dessiner une ligne entre le début et la fin du graphe. Donc le seul truc important là, c'est ici, le line2 et les line2. Et c'est tout ce qu'il faut pour dessiner ça. Mais par contre, quand on a plus qu'une donnée, faut calculer les points. Il faut regarder, là on va les poser, donc on a un gros for each index, puis on vérifie des trucs sur des index, on calcule des points. Donc c'est une belle fonction calculate point y coordinate. Ça calcule la coordonnée y des points en fonction des données en entrée. Et puis après, du coup, on peut update les paths. Et du coup, on fait no move to, no line to, et on augmente le line distance au fur et à mesure pour incrémenter la distance entre chaque point. Ensuite, on ferme le path pour le background pour avoir une belle forme et pour pouvoir dessiner notre gradient. On dessine l'initial value s'il faut. Donc, petit pointillé, il n'y a pas grand-chose en plus. Et après, on dessine nos paths et on a un graphe. C'est beau, hein? C'est moi qui l'ai fait. Du coup, les flows, c'était une partie un petit peu particulière parce qu'il faut qu'on redessine par-dessus la courbe et le client voulait qu'on puisse interagir avec ces points. Donc, il y a une notion de tape sur les points en plus, donc on doit pouvoir récupérer les valeurs, d'où le fait qu'on a les listes associées à ça. Donc, on a nos petits points d'inflow, nos petits points outflow et les points quand on en a plusieurs. Je ne vais pas vous détailler comment on les a dessinés, c'est un draw circle et puis des draw lines pour faire le plus, le moins et les autres. Donc, pas trop compliqué, mais bon, c'était marrant à faire quand même. Puis il voulait un autre truc, il voulait un long press et drag. Donc quand tu long press, tu as ça qui apparaît, puis quand tu dragues, ça suit la courbe.
Au début, je me suis dit, je ne vais pas m'emmerder, je vais dessiner le point sur chaque point de la courbe. Puis on m'a dit, c'est moche, il faut que ça suive la courbe. Bon, bah on va récupérer l'offset du pointer de ton doigt. Et puis, du coup, on va récupérer la valeur la plus proche, du coup, pour savoir où on en est. Et puis, on va calculer la coordonnée y précise en faisant, entre guillemets, un gradient entre le point d'avant et le point d'après. Et du coup, ça permet d'avoir un petit point qui suit la courbe sans trop de problèmes. Et puis après, du coup, on dessine la ligne et notre point sur la courbe avec les informations qu'on a retrouvées. Et ça marche plutôt bien, c'est encore en prod aujourd'hui, on n'y a pas touché, donc c'est plutôt cool. Et on a quand même eu des montées de version compose depuis. Donc ça a eu des changements sur certaines API, mais pas sur les dessins sur le graphe. On a eu quand même quelques petits problèmes du coup avec juste dessiner un graphe pour un client dans une appli. C'est que du coup on fait des apps pour des banques et institutions financières. Et du coup ils veulent voir des statuts de compte, des flux monétaires, le contenu des wallets. On a des problèmes sur les petits écrans, on doit des fois afficher d'autres données et puis ils veulent un comportement relativement simple, mais en fait ils font des respects toutes les 2 semaines et puis c'est plus simple. Et puis du coup, ils veulent tous un graphe différent. Ils veulent celui-là, puis ils veulent celui-là, puis ils veulent celui-là. C'est le même graphe, quoi. Donc là, on s'est dit, dans le département, on s'est dit, bon, on va peut-être faire un truc dont on parle depuis un certain temps. On va faire une lib. Donc pour ceux qui utilisent des libs dans leur projet, c'est quand même vachement pratique de pouvoir réutiliser les mêmes composants d'un projet à un autre et de savoir comment il va se comporter. Donc nous, c'était toute une problématique. On n'avait pas de lib dans le département. On ne savait pas exactement comment on allait le faire. On avait juste cet exemple-là sur ce projet. Et du coup, on a pris ce code et derrière, il fallait le généraliser. Du coup, là, c'est quoi la différence entre les deux graphes? C'est ça. Le reste, les labels, les dispositions et tout, en soi, c'est la même chose. Donc, ce qu'on voudrait, ça serait pouvoir généraliser le reste et utiliser juste un composant qu'on va foutre dedans qui va faire, entre guillemets, le graphe. Donc, on doit pouvoir passer un graphe en paramètres. Les axes X et Y, le problème, c'est que du coup, ils peuvent être en principe un peu partout. Ils peuvent être à gauche, à droite, en haut, en bas, ou ils peuvent ne pas y être du tout. Et ça devrait se comporter correctement. Et on devrait avoir le même comportement d'une appli à une autre. Le composable parent, il doit être au courant des données qui vont être passées au graphe qu'il a en paramètres, au moins partiellement, pour pouvoir savoir du coup les valeurs max, les valeurs min, et la range des données qu'il va devoir afficher sur les labels. Et ensuite, le graphe et le composable parent, ils doivent pouvoir, dans un certain sens, échanger des données pour que l'un comme l'autre, ils soient capables de savoir est-ce que le parent il a cette taille ou est-ce qu'il est trop petit, est-ce que je peux m'afficher comme ça, est-ce que j'ai bien affiché mes points, est-ce que du coup, quand on clique sur le flow, ça fait bien un truc. Donc tout ça, ça doit être partagé un peu entre les deux. Ça vient avec plusieurs étapes. Donc d'abord, on va commencer, on va mettre le graphe en paramètres. Voilà, c'est fait. Pas grand chose, on peut passer des composables un peu comme on veut. La gestion qui est en plus derrière, on le verra rapidement, mais ce n'est pas forcément très important. Le deuxième problème, du coup, c'était que les labels ils peuvent être partout. Du coup, on va utiliser un composant que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle le layout, ce qui est en gros la racine de tout composant en Jetpack Compose. Si vous amusez à redescendre à la racine des héros, des colonnes, des tableaux, ce que vous voulez, à la fin, il y a un layout ou une sorte de layout. Du coup, on va utiliser ça. Pour que le parent il soit au courant de la data, on va le rendre un peu générique. On va créer une style class Common Chart Data qui va regrouper les données pour le line chart et le bar chart ou d'autres charts si on veut. Puis on va lui passer en paramètres. Et comme ça, au moins, lui, c'est ce qu'il a entre les dents et puis il pourra gérer en conséquence. Et ensuite, les deux, ils doivent pouvoir échanger les données.
Du coup, on va passer un paramètre au chart qui, du coup, lui, va être plus ou moins juste une data class avec soit des paramètres, soit des lambda, des callbacks dans lesquels on va pouvoir passer des informations. Une fois qu'on a ces infos-là, on va pouvoir commencer à regarder comment fonctionne le layout. Et du coup, il y a 3 phases. Le layout fonctionne en mesurant les enfants, en décidant sa taille et en plaçant les enfants. Donc, pour ce faire, on a ce composant layout, du coup, on lui passe une liste de composants. Donc ici, ce qui est un petit peu particulier qu'on ne voit pas, c'est que les 2 premiers composants, x-axis labels et y-axis labels, c'est une liste de composants. Parce que du coup, on va avoir plusieurs labels à gauche, à droite, donc on doit pouvoir leur passer ça. Le chart, c'est un seul composant et l'offset box, c'est un autre composant. Donc ici, vous avez les labels X, les labels Y, le chart. Et cette petite offset box, c'est juste pour pouvoir décaler les labels pour qu'ils soient bien alignés avec le graphe. Je m'en suis rendu compte un peu tard qu'il fallait ça, parce que du coup c'était tout décalé, je ne comprenais pas pourquoi. Donc je l'ai refait 3 fois. Mais bon. Donc une fois qu'on a ça, on se retrouve avec une structure un peu comme ça. Le but, ce n'est pas forcément que vous lisiez tout le code et vous compreniez exactement ce qui se passe, mais il y a 3 grosses phases qu'on retrouve juste ici. On prend notre mesurable qui est passé en paramètre de notre layout et on le mesure avec les contraintes qu'on récupère du coup du layout. Donc si le layout, on l'a mis dans un écran potentiellement avec un fill max width et une hauteur spécifique, on va retrouver ces informations dans l'objet constraint. Ensuite, on va décider de la taille du chart parce que lui, il veut potentiellement être un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit en fonction de ce qu'on veut faire à côté. Donc, on va appeler le layout avec le max width du constraint et le total height. Et du coup, ici, le total height, on a la hauteur du graphe plus la hauteur de l'axe X et puis du coup, un maximum entre nos hauteurs de l'axe Y et un spacing qu'on a mis autour du graphe pour qu'il y ait un peu plus d'air dedans. Et du coup, ça fait que le graphe il est un petit peu plus gros que ce qu'on peut spécifier. Mais en principe, c'est fait pour et ça nous permet d'avoir tout qui est bien disposé. Et ensuite, on place les enfants. Et du coup, il y a des 3 petits points parce que je l'ai fait plein de fois et ça ne rentrait pas sur les slides. Du coup, je l'ai enlevé. Mais le principe, c'est le même pour tous les autres éléments. Pour les axes Y, les axes X, on va faire une itération pour voir est-ce qu'on doit afficher les labels ou non, faire des calculs de position. Et du coup, en fonction, on va le placer à cette position-là. Donc, la fonction .place, ça place les éléments par rapport au système de coordonnées du layout directement. Il y a d'autres fonctions en plus qui s'appellent place relative, qui permettent de les positionner de façon relative. Donc, si on ne veut pas se fier à d'autres éléments qui sont peut-être déjà placés, on peut utiliser ça et redessiner par-dessus. Donc là, voilà, on a un graphe qui a été rendu générique, qu'on peut utiliser dans les projets. Du coup, tout le monde est content. Ça ne nous a pas pris trop de temps. Les managers, ils m'ont dit félicitations. Je suis en mode ouais, cool. Et bonus time. C'est trop bien. J'avais le temps de faire des trucs. Du coup, les managers sont contents quand ils donnent des trucs fun à des devs juniors. Le problème, c'est que du coup, ils ont donné un truc fun à un dev junior. Donc lui a envie de faire plein de trucs. Du coup, moi je voulais que la courbe elle soit un peu plus courbée, parce que c'est pointu, c'est pas trop ouf. Donc, vous vous rappelez comment on dessine la courbe? C'est juste lui, c'est juste le line to. Line to, c'est un peu abrupt. Du coup, maintenant, si on veut l'arrondir, on fait une courbe de Bézier. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est une courbe. Ça fait des arrondis. Il y a longtemps que j'ai fini les études, donc voilà. Mais sinon, on fait quand même un line to. Donc on a la gestion là qui est dans la même fonction pour dessiner les courbes. Et on a juste le paramètre smooth qui est un booléen à lui passer. Et dans un cas ou dans un autre, il va être capable de faire l'arrondi à la courbe ou non. Et puis après, je suis en mode bon, ça le smooth, ça m'a pas pris trop de temps. Je peux pas faire un autre truc. Là, j'ai fait un autre truc. On me maudit encore aujourd'hui de l'avoir fait. Parce que c'est que sur Android, du coup, il faudra le faire sur iOS un jour.
Et du coup, je suis désolé pour les devs iOS, mais c'est pas moi qui vais le faire. Je fais du zoom. Ouais, mais c'est juste un point sur IESP.zoom. Ah bah, tu le feras. Du coup, voilà, on zoom. Du coup, les labels, ils suivent. C'était trop chiant à faire, ça. Quand tu double tapes, ça revient. C'est trop cool. Ça m'a pris un mois. Mais on m'a dit merci à la fin. Non, c'est faux. On m'a engueulé et puis on m'a dit t'arrêtes d'y toucher maintenant. Du coup, j'ai arrêté d'y toucher. Mais au final, une fois qu'on commence à regarder comment faire ce genre de truc, c'est pas trop compliqué. On peut l'appliquer à beaucoup de composants relativement facilement. Et du coup, j'ai trouvé tout le code qu'il fallait sur la partie gestures de Compose. Et en fait, si vous regardez, il y a une fonction detect transform gestures. Si vous regardez la doc, il y a un petit exemple où en fait vous allez retrouver essentiellement ces mêmes calculs. Donc j'ai rien inventé. J'aimerais bien dire que oui, mais non, pas trop. Hein. J'ai copié Google parce qu'ils le font mieux que moi. Mais en gros, le principe simple, c'est on a une échelle de zoom, on va la modifier, on va changer notre taille de canvas, on va avoir un offset du coup pour là où notre graphe va être en visu. Et du coup, on va devoir décaler ça en fonction des zooms. Et puis après, on va juste déplacer notre curseur avec le doigt en faisant un drag classique. Du coup, voilà. Merci d'être venu à mon... Ah merde, je désolé. J'espère que vous n'avez pas de questions parce que non. Toutes les infos que j'avais, elles étaient dans les slides. Je ne sais pas ce qui se passe après. Non. Et voilà. Non, est-ce que vous avez quand même des questions sur certains aspects Je peux essayer d'y répondre. Je vous promets rien. Je vous donnerai pas de bout de code. J'ai signé un NDA, mais bon. Est-ce que tu m'en veux d'avoir rendu ce graphe à tes clients? Non. Non. Par contre, je pense que le département t'en veut parce que du coup, j'ai fait mumuse avec après. Mais oui, c'est vrai. Mais non, c'était marrant à faire. Ah, quand même. Je sais pas, faudrait que je demande au client. En principe, pour certains aspects du graphe, je pense pas qu'on pourra. Typiquement, justement parce qu'on a quand même des contraintes sur le fait que ça apparaît sur des projets clients. Après, sur d'autres aspects, il faudra qu'on voit de notre côté, on a différents sujets open source chez Worldline en règle générale. Donc, peut-être qu'un jour, on sera capable de sortir des éléments comme ça sur une lib qui sera utilisable, mais pour l'instant, ce n'est pas en visu, malheureusement. Et si tu devais la refaire aujourd'hui avec toute cette expérience, est-ce que d'une part tu pourrais la refaire mieux? Ensuite, est-ce que tu pourrais la passer open source? Je pourrais probablement pas leur faire mieux parce que je me souviens pas exactement de comment je l'ai fait maintenant, parce que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Mais je pourrais potentiellement le faire en open source. Après, je me ferais peut-être taper sur les doigts d'avoir repris de l'inspiration de code existant. Mais bon, à voir. Peut-être qu'un jour. Mais bon. Comment tu fais le gradient sous la courbe? Un brush. Tu prends un brush, tu donnes la couleur de départ, la couleur de fin, et puis tu l'appliques à ton path. Donc un path, tu peux lui appliquer une couleur de l'objet color directement, ou tu peux lui appliquer un brush, et du coup ça fonctionne directement. Tu n'as rien de plus à faire. Ton pass, il fait du début de la courbe à la fin et redescend. Il fait du bas à gauche du graphe, il monte jusqu'au début de la courbe, il fait la courbe, il descend en bas à droite et puis il ferme et du coup ça te fait voilà. Donc ça te fait un canvas. Si tu fais que le path en suivant la courbe, là tu te retrouves avec un gradient qui recouvre ton graphe complet et tu comprends pas trop. Mais oui, il faut bien fermer le path. C'est pour ça que du coup j'avais un path pour le line et un path pour le background en parallèle, qui faisaient la même chose mais qu'il fallait juste en fermer un par rapport à l'autre. Une question expérience. Est-ce que tu as eu un point où tu étais bloqué complètement? Tu as eu besoin d'aide? Tu fais un mois tout seul pour le Zoom?
Je pense que j'aurais pu avoir besoin d'aide, mais pour ça, il aurait fallu que je sois conscient que je ne comprenais pas ce que je faisais. Donc, non, moi j'étais dans mon truc. Tous les jours, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose en plus. Du coup, je continuais. Et c'est vrai que maintenant, quand je le regarde et que je me rends compte qu'il y a un bout de doc sur la doc Google qui donne les 3/4 des infos, ouais, bah, il y a moyen d'être un peu plus efficace. Quelqu'un qui s'y connaissait potentiellement en gestion en compose aurait pu m'aiguiller. Mais du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde dans le département qui s'y connaissait. J'étais un de ceux qui maîtrisait le mieux et du coup qui bossait sur ce projet qui était uniquement en compose à 100%. Donc j'avais du compose dans la tête un peu toute la journée. Donc c'était moi, entre guillemets, mon propre expert. Donc bon. Et ben, on est bon. Écoutez, merci Maxime. Merci beaucoup.